Eh bien bonjour et bienvenue dans ce cours sur la description de l'atome, en tout cas ce fin de cours qui nous est imposé par les événements. Donc si j'ai bonne mémoire, nous étions arrivés au petit 4 sur les ions. Donc nous avions défini un ion par rapport à l'atome qui en est à l'origine. Donc on avait dit un ion, les ions, donc là ici c'est plutôt un ion, c'est un atome qui a soit gagné, soit perdu des électrons. Mais ce qui n'a pas bougé, c'est son noyau. Donc on ne peut toucher qu'aux électrons de l'atome pour avoir un ion. Alors du coup, il y a deux cas de figure, soit en fonction de s'il a gagné ou s'il a perdu des électrons. Et du coup, on va lui donner un nom spécifique. Donc, on va appeler cation si mon atome a perdu des électrons et qu'il est devenu donc positif. Donc il a perdu des électrons, il a perdu des charges moins, qui étaient en même quantité que les charges plus, donc les protons. Donc il a plus de protons maintenant que d'électrons, il est positif, par exemple Na+. Et au niveau de la notation, donc pour montrer qu'il est chargé avec une seule charge, donc ici dans mon cas de figure, c'est-à-dire qu'il a perdu un seul électron, on va mettre Na+. S'il en avait perdu 2, on aurait mis ici 2+, 3, 3+, etc. Maintenant, s'il n'en a pas perdu mais il en a gagné, on va appeler ça un anion. Par exemple, Cl-. Donc il a gagné des électrons, donc il a plus d'électrons que de protons, donc plus de charge moins que de charge plus. Et donc là, pareil, on va indiquer combien il a d'électrons en plus. Ici, il y en a 1, s'il y en avait eu 2, ça aurait été 2 moins, 3, 3 moins, etc., etc. Alors par contre, il y a une chose qui est importante par rapport aux ions. Donc on peut retirer, on peut gagner. Par contre, la nature n'aime pas les espèces chargées, elle aime bien la neutralité. Donc un ion ne sera jamais seul. Il va aller, ou ils vont aller, toujours au moins par paire, pour conserver l'électroneutralité. Donc il faudra toujours qu'il y ait autant de plus que de moins. Donc par exemple ici, Na+ va aller avec Cl-, comme ça ici j'ai une charge plus, une charge moins. L'élément global sera neutre. Ici, j'ai l'ion Mg2+, donc lui, il a a priori perdu 2 électrons, donc 2 charges plus. Il va aller avec, par exemple, 2 Cl-, comme ça, 2-, 2+, ils vont s'annuler. Et donc, c'est comme ça que dans la nature, des couples ou des assemblages d'ions vont se former. Par exemple, ici, c'est le sel. Et en fonction de leur état physique, ils vont être plus ou moins séparés, parce qu'a priori, une charge plus avec une charge moins, ça va être attiré l'un à l'autre. Donc quand ils sont solides, ils vont être bien fixés l'un par rapport à l'autre. Et quand on va changer d'état, par exemple liquide, ils vont avoir une certaine marge de manœuvre entre les deux. Ils ne vont pas être collés, ils vont simplement être dans une zone d'influence plus ou moins magnétique. Ils vont avoir tendance à pas trop s'éloigner les uns des autres. Alors, si je continue à complexifier un petit peu mes éléments, donc on est parti des atomes, des ions, on va voir une nouvelle catégorie d'entités chimiques, les éléments chimiques. Donc, on a vu ensemble que les ions et les atomes avaient quand même pas mal de points communs, vu qu'on a changé que leur nombre d'électrons. Maintenant, si on élargit à d'autres entités connues, par exemple, nous on a vu précédemment ce que c'était des isotopes. Et donc dans ce tableau-là, je vais partir du cuivre. Donc l'atome de cuivre, indiquer sa composition. Ensuite, je vais prendre l'isotope de cet atome. Ensuite, maintenant qu'on a vu l'ion, je vais regarder la composition de l'ion. Et enfin, l'ion, mais de l'isotope. Donc j'ai pris l'atome, j'ai changé son nombre d'électrons, je suis passé à l'isotope, enfin l'ion de l'isotope. Donc on avait vu que entre l'atome et l'isotope, le nombre de nucléons changeait, 63-65 entre l'atome de cuivre et l'isotope de cuivre. Si je regarde l'ion, ça n'a pas changé. Et donc si on regarde globalement, s'il y a un point commun entre tout ça, entre tous ces entités chimiques, je vais remarquer que au niveau des charges, c'est pas la même chose. Au niveau du symbole, à chaque fois je vais avoir Cu, avec la petite différence de charge. Le nombre d'électrons, je ne peux pas avoir le même entre les ions
et les atomes, vu qu'ils en ont, donc ici ils en ont perdu. Nombre de nucléons, je ne peux pas non plus avoir les mêmes, parce que l'isotope par définition n'a pas le même nombre de nucléons que son atome. Par contre, le nombre de protons va être identique à chaque fois. Donc, on va pouvoir englober une nouvelle catégorie d'entités chimiques. Donc, ici, on va pouvoir déjà noter ça. On remarque que toutes les entités qui dérivent du cuivre ont le même nombre de protons. On va définir alors ce qu'on va appeler un élément chimique qui sera considéré comme toutes les entités qui possèdent le même numéro atomique Z. Donc, mes atomes et mes atomes isotopes sont des éléments chimiques, ils ont le même élément Z. Mon atome et mon ion, pareil, sont des éléments chimiques identiques. Puis après, on définit des sous-catégories. On avait défini les isotopes où on avait le même Z, mais là, des nombres de nucléons différents. Et puis les ions, ce sera pareil, ce sera des éléments chimiques identiques, mais dont le nombre d'électrons sera différent. Donc globalement, j'ai un arbre, enfin une catégorie globale, éléments chimiques, et en fonction, on va distinguer ions et isotopes. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu l'atome et puis ses différents éléments, donc on va s'intéresser plus particulièrement au cortège électronique de mes entités. Donc, on va regarder d'abord ce qu'on appelle couche. Donc ici, j'ai le schéma assez simpliste d'un atome, j'ai le noyau, et autour, je vais avoir les zones où les électrons vont graviter, ils vont tourner autour. Donc pour ceux qui se souviennent, c'est le modèle planétaire du modèle de l'atome. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les zones où on va repérer le mouvement des électrons, en fait, c'est pas si fin que ça. Ça, c'est le noyau, c'est relativement grand. Un électron, c'est plutôt beaucoup plus petit. Et on se rend compte que la zone où on va le retrouver va être quand même relativement étendue autour du noyau. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que les électrons qui gravitent autour de nos noyaux ne vont pas sur des orbites fixes. Donc c'est pas une rainure comme un circuit électrique où la voiture ne peut pas sortir de ma rainure. Mais ces électrons tournent, naviguent dans un couloir plus ou moins large. Plus ou moins large. C'est ce qu'on va appeler les couches électroniques. Et donc si j'en reviens à mon petit schéma, ces zones où je vais retrouver mes électrons, on va appeler ça des couches électroniques. Et entre les deux, par définition, s'il n'y a pas d'électrons, c'est du vide. Donc on se rend compte que un atome est quand même fait de pas mal de zones de vide. Donc des multicouches avec matière, vide, matière, vide, matière, vide, etc. Alors maintenant, si je reviens à ces couches et au nombre d'électrons qu'il va y avoir à l'intérieur. Bon, ça semble assez évident, mais chaque couche ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. Les couches qui seront proches du noyau sont beaucoup moins larges, moins épaisses que celles qui sont plus loin, donc elles vont contenir moins d'électrons. Et donc ce qu'il va falloir retenir par cœur, c'est le nombre d'électrons que chaque couche va pouvoir contenir. Alors, la première couche, très peu d'électrons, 2. Deuxième couche, un petit peu plus, 8. Troisième couche, un petit peu plus, 18 maximum. Mais ce qu'il faudra noter, c'est que cette année, nous, on ne dépassera jamais 8 électrons. Notre programme ne comporte pas tous les atomes, toutes les entités possibles. On se limitera à 8, ce qui est déjà pas mal. Alors, ce qui est bizarre par rapport à ces couches, c'est qu'elles vont, certaines vont être divisées en sous-couches. Un petit peu comme les poches de devant de votre jean, en fait vous avez deux poches dans une seule, une grande et une plus petite. Donc si on regarde un petit peu ça, voilà, ici j'ai ma première couche, avec deux électrons, pas vraiment besoin de sous-couche. Par contre la deuxième et la troisième, je vais avoir deux zones distinctes où on va pouvoir trouver des électrons. Donc ça c'est ma poche de jean, ici j'ai la plus grande, et dans la grande j'ai une petite sous-poche. On peut le voir un petit peu comme ça. Alors,
les électrons, quand on va les remplir dedans, ben forcément, ils vont être répartis par couches croissantes. D'abord la première, et éventuellement la deuxième, voire la troisième. Quand on va les remplir, ben on va commencer par les petites sous-couches. Ensuite, une fois qu'on aura rempli ça, on passera à la deuxième. Et ici, ben, je vais d'abord remplir la sous-couche 2S. Une fois que j'aurai rempli la sous-couche 2S, je vais remplir la 2P, mais je vais m'arranger pour que les électrons que je place soient les plus éloignés possibles les uns des autres. Alors c'est pour ça que j'ai fait des subdivisions. Ben, je vais mettre un ici, et puis je vais laisser une place de libre, hein, distanciation sociale. Ensuite, une autre. Et puis quand il n'y a plus de place, comme au cinéma, hein, et ben après, ben, on est obligé de se mettre à côté des autres. Même principe qu'au cinéma. Donc moi j'ai mis, mais on remplit par sous-couche avant de passer à la couche suivante sans S, mais en faisant attention à ce que les électrons soient les plus éloignés les uns des autres au sein d'une sous-couche. Une fois qu'on a rempli une couche, on passe à la suivante, ce qui paraît logique, et on va continuer ainsi de suite jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'électrons à placer. Alors, on va se fixer tout de suite les choses, hein. On va faire un exemple, c'est quand même ce qui est le plus simple. Ah oui. Point de vocabulaire, si une couche est remplie, on va dire qu'elle est saturée. Saturée, on ne peut plus en mettre d'autres, bon, ça paraît logique si elle est pleine. Donc je vais partir on va faire un exemple pour remplir les électrons. Donc je prends l'atome de chlore. Donc je regarde son numéro atomique, Z égale 17. Donc je sais qu'il a 17 électrons, et ces 17 électrons, ben, je vais les remplir dans les couches. Donc on a dit, on commence par la première, donc 1, 2 électrons. J'en ai encore, hein, parce que si je sais compter 17 moins 2, 15, j'en ai encore. Donc quand je vais remplir sur la deuxième couche, je vais commencer d'abord par la première sous-couche. 1, 2 électrons. J'en ai toujours en rab, donc je vais passer toujours à la deuxième couche et la deuxième sous-couche. Et un ici, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de les éloigner au maximum. Donc je passe une place, distanciation sociale, je recommence encore, et maintenant je vais pouvoir les mettre dans les places qui restent sans m'occuper de la distanciation sociale. Donc ici, si j'ai compté, je dois en avoir 10. Il m'en reste encore 7. Donc d'abord dans la 3S, et puis après dans la 3P en respectant les écarts. Donc 1, 2, 3. Il m'en reste encore 2 si j'ai bien compté. Et donc là, j'ai pas le choix. Un ici, un ici. Et j'ai rempli mes 17 électrons. Voilà comment sont répartis les électrons dans les couches électroniques de mon atome de chlore. Alors, on ne va pas évidemment représenter les couches remplies. On va faire un résumé. On va dire 1s2 pour dire qu'il y a 2 électrons sur la couche S, 2s2, 2 électrons sur la couche 2s, 2p6, 6 électrons sur la deuxième sous-couche de la couche 2, 3s2, donc 2 électrons sur la troisième couche et la troisième sous-couche, et 3p5, j'ai 5 électrons sur la deuxième sous-couche de ma couche 3. Du coup, ce qu'on a là, on va appeler ça la structure électronique, donc la manière dont les électrons sont placés, ou alors configuration électronique. Alors j'ai mis de l'atome, mais en fait on peut le faire aussi s'il n'y a pas d'atome, c'est-à-dire si c'est un ion, si c'est un isotope, donc j'aurais pu mettre de l'entité chimique. Alors la dernière couche qui contient des électrons est appelée couche externe ou couche de valence. Alors là il y a deux manières de le voir, hein. La dernière couche, je prends l'exemple de mon chlore, ici c'est la troisième couche, qui est la couche externe, et plus particulièrement dans cette troisième couche, c'est la couche 3P, vu que la 3S contient des électrons. Donc ici, j'aurais plutôt tendance à dire que la couche externe, c'est la troisième couche, et plus particulièrement la 3P. Donc, à retravailler en exercice pour mémoriser un petit peu cette manière de classer les électrons. Si je continue, ces entités, on va les classer dans un tableau, dans une classification périodique. Donc il y aura un petit devoir
pour voir un petit peu la manière dont elle est construite. On va juste rappeler les bases. Donc, on a une classification avec une case par élément chimique. D'accord? C'est un tableau, donc ligne, colonne, où on va retrouver mes éléments. On va parler alors soit de classification périodique, soit de tableau périodique. Et à l'intérieur, on va ranger les éléments chimiques connus. Donc comme ça permet notamment de retrouver certaines informations sur leur numéro atomique, sur leur nombre de masses. Ce qui est important à retenir, c'est comment sont classés les éléments. Ils sont classés par numéro atomique croissant, c'est-à-dire que le premier Z égale 1, le deuxième Z égale 2, le troisième Z égale 3, le quatrième Z égale 4, etc., etc., jusque 100 et quelques, le dernier de la classification à l'heure actuelle. Donc il y a d'autres éléments à voir aussi, c'est pourquoi il y a des lignes, pourquoi celle-ci il y en a 2, pourquoi celle-ci il y en a a priori 8, pourquoi on passe d'une ligne à une autre. Tout ça, ce sera dans votre devoir maison. Donc il reprendra ce qu'on a vu sur les atomes, les entités, qu'on va appliquer aux éléments de la classification. Alors nous, on va s'intéresser qu'aux 3 premières lignes, ça sera déjà largement suffisant. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite.